Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Voici le décryptage de l'actualité. Pour commencer, la Libye, le gouvernement de Tripoli dénonce l'ingérence des Émirats arabes unis. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Depuis Abu Dhabi, un responsable des forces du maréchal Haftar a refusé toute négociation alors que le gouvernement de Tripoli dénonce la position hostile des Émirats arabes unis. Tout dans la conférence de presse tenue dimanche par le porte-parole des forces armées de Khalifa Haftar avait de quoi énerver le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Le général As al-Mismari a déclaré que le temps des négociations était fini. Pour lui, la solution militaire est la seule viable pour restaurer la stabilité dans Tripoli. Surtout, le porte-parole de l'autoproclamée armée nationale libyenne s'est exprimé aux Émirats arabes unis. Le pays du Golfe est l'un des plus proches soutiens de Haftar, qui a lancé sa campagne militaire il y a 5 mois pour conquérir la capitale libyenne. Le gouvernement de Tripoli a d'ailleurs dénoncé la position hostile des Émirats arabes unis qui, selon lui, a fait de Abu Dhabi une plateforme médiatique pour les milices qui attaquent la capitale libyenne. Mamadou Diouf, quel rôle joue Abu Dhabi dans la crise libyenne? Il est clair aujourd'hui que Abu Dhabi est en plein dans la crise libyenne. Puisque pendant un temps, on disait que c'est des soutiens, c'est des ceci, c'est des cela, avec parfois des suppositions. Mais d'un point de vue diplomatique, généralement, même quand on reçoit un réfugié politique, on lui impose des conditions. Vous pouvez rester ici, mais vous n'avez pas le droit, à partir d'ici, de tenter de vouloir déstabiliser votre pays d'origine. Ici, vous avez quelqu'un qui n'est même pas à Abu Dhabi, il ne loge pas là-bas, il n'est pas du tout un réfugié. Pourquoi on lui donne l'opportunité de s'asseoir samedi, d'organiser une conférence de presse, de remettre en cause tout ce qui est en train d'être fait sur le plan international, parce que les gens font tout pour qu'il y ait une médiation pour arrêter la nouvelle guerre, parce que c'est une nouvelle guerre actuellement en Libye entre le général Haftar et le gouvernement d'union nationale. Et il déclare de façon péremptoire, à partir de Abu Dhabi, qu'il n'y a pas d'autre issue pour la Libye. La seule issue, c'est la guerre. Mais quand on laisse quelqu'un faire une telle déclaration dans un pays qui était déjà accusé de soutenir le général Haftar, c'est comme si on trouve un sorcier accusé de manger les gens en train de sucer la cuisse d'un bébé. On ne va plus se poser de questions. Donc il est clair que les Émirats arabes unis ont pris maintenant fait et cause pour le maréchal Haftar, parce qu'ils n'auraient pas laissé une telle déclaration passer. On sait très bien comment ces pays-là sont gérés. S'ils ne voulaient pas de cette déclaration, la déclaration n'allait pas pouvoir se faire. Est-ce que ça veut dire quand même que pour Abu Dhabi, le général Haftar représente plus une Libye stable que le gouvernement de Tripoli? Est-ce qu'on est dans une logique de Libye stable ou est-ce qu'on est dans une logique d'intérêt? Parce que Haftar aujourd'hui occupe l'essentiel du territoire libyen. Et dans ce territoire qu'il occupe, il y a des sites pétroliers extrêmement importants. Le gouvernement d'union nationale, j'allais dire, n'a que la capitale. C'est également un des problèmes de la Libye aujourd'hui. Ceux qui sont officiels occupent une toute petite portion du pays. Ceux qu'on considère comme des milices, parce que le gouvernement d'union nationale ne les considère pas comme une armée nationale, comme le dit Haftar, il les qualifie de milices. Ceux-là qui sont considérés comme étant des milices, c'est eux qui occupent l'essentiel du territoire et qui sont même en train de vouloir encercler Tripoli. Est-ce que les gens, Abu Dhabi y compris, n'est pas en train de se dire que la page gouvernement d'union nationale va être tournée? Parce que c'est ça, malheureusement, également le jeu sur le plan international. Il vaut mieux commencer à nouer des relations avec Haftar, parce que vu la situation actuelle, c'est lui qui risque demain d'être le maître de la Libye. Et il vaut mieux être du côté de celui qui va être le maître que de celui qui risque d'être destitué par le maître. Est-ce que c'est cela l'analyse qu'Abu Dhabi est en train de faire? On se pose encore des questions, parce que quels sont les intérêts d'Abu Dhabi en Libye? Je n'en connais pas beaucoup. Mais certainement, c'est une question géostratégique, sans compter le fait que vous avez également une question de leadership au niveau du monde arabe. Souvent, quand vous avez un certain nombre de pays d'un côté, vous avez les autres de l'autre côté. Ici, vous avez les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, qui sont du côté de Haftar. Vous avez le Qatar,
vous avez la Turquie, qui sont du côté du gouvernement de l'Union nationale. Il ne faut pas qu'on oublie que les 3 pays que je viens de citer, c'est eux qui avaient organisé le boycott du Qatar à l'époque, et c'est la Turquie qui était venue au secours du Qatar en termes de ravitaillement. Donc, peut-être que ce n'est pas seulement même une question libyenne, il y a également autre chose à l'intérieur de ce qui se passe en Libye actuellement. Jusqu'où va le soutien d'Abu Dhabi au maréchal Haftar? Ce n'est pas encore très clair parce que généralement, le soutien militaire, les gens ne disent jamais tout. N'oublions pas qu'on a parlé ici d'un décryptage de ces armes françaises et américaines qui avaient été découvertes. Sur certaines des armes, il était écrit Émirats arabes unis. Vous vous rappelez même la déclaration officielle des États-Unis qui disait, bon, nous rappelons à ceux à qui nous vendons des armes que les armes qu'on vous vend, vous devez les utiliser dans le cadre des objectifs qu'on a fixés. Comme si après avoir acheté un couteau, le vendeur de couteau va te dire ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Donc, dès ce moment-là, les gens se posaient des questions. Est-ce que les Émirats arabes unis ne livrent pas des armes au général Haftar? Parce que pour faire une guerre, surtout une longue guerre comme ça, on est déjà à 5 mois. Sans compter qu'avant de s'attaquer au gouvernement de l'Union nationale, ils s'étaient attaqués aux autres mouvements rebelles qui se trouvent dans les zones où ils se trouvent, où ils trouvent des armes, où ils trouvent des munitions. Pour l'argent, on peut comprendre avec l'exploitation du pétrole, mais les armes ne sont pas sur le marché pour que quelqu'un comme Haftar, qui n'est pas un officiel, puisse acheter facilement des armes. Et on pense que c'est l'Égypte et les Émirats arabes unis en particulier qui sont le courroie de transmission par lesquels il parvient à se ravitailler en armes. Au départ de ce conflit, on avait pensé à avoir une blitzkrieg, mais aujourd'hui, on a un conflit qui dure énormément dans le temps. Ça veut quand même dire que le gouvernement de Tripoli a aussi des soutiens de taille. Tout à fait, le gouvernement de Tripoli a des soutiens de taille, mais Haftar a fait une erreur stratégique. Il était convaincu, parce qu'il a fait son appel plusieurs jours avant d'attaquer. Certainement, il s'attendait d'abord à ce que les militaires eux-mêmes répondent à son appel. C'est-à-dire une façon de vider le camp adverse en voyant les militaires quitter le camp du gouvernement d'Union nationale et de le rejoindre. Il n'a pas obtenu ce résultat. Ils ont utilisé la méthode de Hitler, ils ont bombardé en espérant que peut-être ils vont déstabiliser. Ça a donné le résultat contraire. Les populations même sont sorties manifester contre le général Haftar. En ce moment, le gouvernement s'est senti un peu plus en état de force, bien que n'occupant pas une grande partie du territoire. Et il y a le Qatar, qui est un soutien clair. Il y a la Turquie, qui est plus qu'un soutien clair, parce que la Turquie a livré des armes au gouvernement de l'Union nationale, et la Turquie l'a fait de façon officielle. La Turquie a reconnu les avoir soutenus, et même Haftar se plaint. Il considère que peut-être des conseillers turcs même sont là-bas, et c'est eux qui ont empêché la chute de Tripoli comme il l'avait envisagé en commençant ses combats il y a 5 mois. Donc le gouvernement de l'Union nationale également a des soutiens clairs. Il a également des soutiens flous. Parce que curieusement, le gouvernement de l'Union nationale, c'est la seule autorité reconnue en Libye. L'ONU ne reconnaît pas le maréchal Haftar. Mais on voit des pays qui font partie de l'ONU, qui disent qu'ils appuient le gouvernement de l'Union nationale et qui reçoivent le général Haftar. C'était le cas de la France, où il a été reçu, ça ressemblait à une visite présidentielle. Quand il a fait son AVC, il a été soigné là-bas dans l'hôpital militaire, j'allais dire, des présidents. Il a été reçu au niveau de la Russie. Il y a également ce flou qui fait qu'à un certain moment, même le gouvernement de l'Union nationale avait demandé à certains de ses soutiens de clarifier leur position, et on se rappelle encore la réponse du ministre français des Affaires étrangères qui disait que la France parle avec toutes les parties. Donc il y a ce flou-là quand même dans les soutiens dont bénéficie le gouvernement de l'Union nationale. Alors la déclaration du porte-parole de Haftar intervient quand même à 9 jours de l'ouverture du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies, où la question libyenne doit être évoquée. Est-ce que c'est une manière d'amener le pion au gouvernement de l'Union nationale? Oui, tout à fait. Je disais tantôt que c'est Sarraj, c'est Fayez el-Sarraj qui dirige le gouvernement de l'Union nationale, qui est reconnu par l'ONU. Donc si on part à l'ONU, quand on va parler de la Libye, c'est Fayez el-Sarraj, c'est lui l'officiel, le maréchal, c'est lui le rebelle. Et bien sûr, quand on va parler de négociations, dans le principe, on va faire plus pression sur le maréchal
que sur la partie officielle. Et c'est peut-être une des stratégies du maréchal, sachant que ce n'est pas à l'ONU qu'il risque d'être défendu, y compris même par ses partisans. Il ferme la porte de la négociation, parce que pour le moment, l'ONU n'a pas pris la décision d'aller en Libye pour faire la guerre. L'ONU est sur la voie plutôt de la médiation. Il ferme totalement la porte de la médiation, comme pour dire, bon, vous pouvez vous rencontrer à l'ONU, vous pouvez faire votre assemblée générale, vous pourrez parler de la Libye, mais ça ne servira à rien, parce que ce n'est pas des discussions qui vont ramener la paix en Libye. Il y a une seule voie pour que la Libye redevienne un pays, c'est la guerre, et c'est la voie pour laquelle nous avons opté, puisque c'était ça la quintessence de son message au niveau de Abu Dhabi. Maintenant, ce qui est curieux, l'ONU fait quoi quand l'ONU dut soutenir le gouvernement d'union nationale? À Kadhafi, on avait empêché de bombarder. Pourquoi ne pas faire la même chose avec le maréchal? Une interdiction à ses avions de voler pour pouvoir bombarder. Pourquoi ne pas mettre une force d'interposition? C'est vrai que c'est très compliqué parce que les Libyens n'en veulent pas, les voisins de la Libye, l'Égypte, Tunisie, etc. également n'en veulent pas. Mais on ne voit pas véritablement l'ONU montrer son soutien sur le terrain de façon réelle au gouvernement d'union nationale. Et ceux qui avançaient une piste de dialogue interlibien également, ça c'est mort-né. C'est mort-né parce que le dialogue, j'allais dire, est piraté par les autres intervenants. Puisque d'habitude, on parlait de main invisible, tout le monde sait qu'il y a une main dedans, on ne sait pas de quelle main il s'agit. Ici, on voit clairement de quelle main il s'agit. Certains même se posent parfois la question, est-ce qu'il n'y a pas en Libye une guerre par procuration? Puisque vous avez, quand vous regardez les camps, vous avez des gens qui, même en dehors de la Libye, sont sur un terrain à la limite de conflit entre les deux pays. Et se retrouvent en Libye, chacun est dans un camp. Ça fait qu'aujourd'hui, ça devient moins un problème des Libyens. Parce que je me dis que si on en avait fait simplement un problème des Libyens, les Libyens peuvent facilement savoir où se trouve leur intérêt. Ils n'ont aucun intérêt dans cette guerre. On peut reprocher beaucoup de choses à Kadhafi, mais il avait construit ce pays. Les gens avaient la possibilité d'aller à l'école gratuitement, d'aller se faire soigner gratuitement, et ça n'a rien à voir avec le désastre qu'il y a aujourd'hui en Libye. Et ça, on n'a pas besoin d'être un diplômé de façon particulière pour pouvoir faire cette analyse. Les Libyens doivent pouvoir le faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Libye, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est un gros producteur de pétrole. C'est un gros potentiel en matière de reconstruction. C'était également un très gros acheteur d'armes. Et parfois, quand les pays agissent, ce n'est pas la guerre qui les intéresse. Ils ne sont pas dans la guerre, ils sont dans l'après-guerre. Et leur prise de position s'explique plus par la position qu'ils veulent avoir après la guerre que par la position que nous, on analyse quand on regarde la guerre qui est devant nous. Mais pour le moment, on a 1093 morts, 5752 blessés, 120 000 déplacés. Jusqu'où est-on prêt à aller? Mais il faut s'arrêter. Il ne faut même pas dire jusqu'où. C'est les chiffres du HCR. Il ne faut pas qu'on oublie que ça, c'est les chiffres sur 5 mois. Ça n'a rien à voir avec tous les morts, blessés et déplacés liés à la chute de Kadhafi d'abord, à la guerre ensuite entre différents groupes rebelles qui étaient là-bas sur place. Aujourd'hui, on se trouve avec 2 groupes principaux. Il y a d'autres petits groupes encore quand même qui existent. Pour moi, ça suffit déjà. On n'a pas à attendre encore quoi que ce soit. Les Libyens ont besoin de retrouver leur pays, de reconstruire leur pays. Ils ne peuvent plus attendre parce que certaines parties de la Libye sont dans des situations extrêmement difficiles, au point que, de façon inimaginable, vous avez des Libyens qui ont besoin d'aide. Alors que je disais tantôt que l'école était gratuite, la santé était gratuite, tu n'avais pas à te poser des questions pour un certain nombre de choses. Ces Libyens se trouvent aujourd'hui réduits à avoir besoin d'aide pour pouvoir vivre de façon, j'allais dire, passable, même pas comme ils vivaient auparavant. Mais si on pose la question aux Libyens, ils vont demander à ce que les choses s'arrêtent immédiatement. Et je me dis que ça devrait être ça également, le rôle de l'ONU, travailler à ce que cette guerre s'arrête immédiatement au lieu d'attendre qu'il y ait un plus grand nombre de morts d'abord avant de vouloir entamer des actions. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite après l'invité.